Au cœur du Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie est un joyau de biodiversité. Ses lagons et ses récifs côtiers sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Dans certains espaces isolés, la nature est dans un état quasi originel. Ces récifs sont dans un état extraordinaire, c'est vraiment un vrai patrimoine mondial. Mais des menaces pèsent sur ces espaces naturels. Pêche illégale, pollution, changement climatique, mais pas seulement. Aujourd'hui épargnée par la surpêche, l'avenir pourrait être plus sombre dans cette zone. Les grands armements de pêche à la Seine sont capables de vider les océans. Et on est en train de vider les océans. Attention, il faut arrêter. Autre menace, l'extraction potentielle des ressources minières sous-marines. Que se passera-t-il si l'on découvre du pétrole ou du gaz à l'avenir ? Tout le monde parle de la même voix pour dire qu'il faut préserver la mer, qu'il faut éviter de la détruire. Consciente de sa responsabilité, la Nouvelle-Calédonie a créé l'un des plus grands parcs naturels au monde, le parc naturel de la mer de Corail. Il recouvre l'intégralité de son espace maritime à l'extérieur des lagons. Mais dans une grande partie du parc, les activités extractives sont pour l'instant autorisées. Aujourd'hui, des scientifiques et des Calédoniens se mobilisent pour que cette biodiversité inestimable soit mieux protégée. Parmi eux, le collectif J'aime les réserves marines XXL, soutenu par le programme Héritage des océans de l'ONG Pew et de la Fondation Bertarelli. Il propose la création d'une vaste réserve dans le parc naturel de la mer de Corail, auprès des autorités et du grand public. D'accord ? Alors ça va être le premier. Plus on prend une grande réserve, plus on va avoir d'habitat, d'écosystèmes dedans, plus on a de biodiversité. Parallèlement, plusieurs équipes scientifiques travaillent à améliorer la connaissance sur ces sites d'exception et les espèces emblématiques qui y vivent. Baleines, oiseaux, requins, tortues, autant d'espèces que les chercheurs et les Calédoniens retrouvent dans leurs lagons. Bon, c'est bon Arnaud, allez vaguer. Ces hommes et ces femmes, scientifiques, citoyens, sont déterminés à améliorer la protection de nos océans. Car ils le savent, l'enjeu est de taille. Les eaux du parc naturel de la mer de Corail ont un impact majeur sur le lagon calédonien. En langue de l'Iloin, on les appelle Atroquadjo, les gardiens de la mer. Ce matin-là, dans le lagon sud, un bateau met le cap vers l'îlot Huo. À son bord, la scientifique calédonienne Tiffen Reid, docteure en biologie marine. Elle veut essayer de capturer des tortues nées dans les fameuses zones éloignées du parc et qui rejoignent les eaux du lagon pour se nourrir. Pour cela, elle est aidée par Arnaud Wetty, un marin expérimenté, originaire de l'île Loin. Comme tous les habitants de l'île de Jade, Arnaud a passé toute sa vie sur l'eau. Aujourd'hui, on a un spot magnifique. Si jamais on a appelé à perdre tout ça, ça va faire mal. Hein. C'est important si on veut préserver tout ça pour les générations futures. Quoi. La collaboration avec les habitants de l'île Loin est primordiale pour la scientifique. Eux, ils vont vraiment nous apprendre les petits coins, les manières qu'ont les tortues dans des endroits vraiment précis, devant chez eux, des choses qu'eux, ils ont vues. Et surtout, ce qu'ils vont nous apporter, c'est des connaissances sur le passé. Comment c'était avant. On n'a pas de données historiques, on va dire, sur le mouvement des tortues dans les 20 dernières années. Eux, ils l'ont quand même. Après 30 minutes de navigation, l'îlot Huo se dessine enfin. Et une première tortue apparaît. Là, droite. Elle est juste là, regarde. Ah, ouais, okay. Tiffen veut savoir comment grandissent les reptiles, si leur croissance est normale. Pour cela, elle cherche uniquement des tortues qu'elle a déjà baguées, identifiées et mesurées. Dans cette partie du lagon, Tiffen Reid suit 80 tortues. Donc ces bagues-là, en général, elles peuvent tenir des dizaines d'années. Donc c'est pour ça que c'est un outil de travail très intéressant, puisqu'on va pouvoir suivre cette tortue tout au long de sa vie. 51,4. Elle a grandi d'1 centimètre par an depuis la dernière fois qu'on l'a rencontrée, donc c'est super.
Mais bon, je tiens à rappeler quand même que 1 cm par an, elle va mettre au moins 30 ans avant d'arriver à une taille adulte et pouvoir se reproduire. Donc elle a quand même beaucoup de temps et beaucoup de problèmes qui risquent de lui arriver entre-temps. Seul un bébé tortue sur 1000 survit jusqu'à l'âge adulte. Les tortues vertes sont une espèce en danger. 30 minutes plus tard, une deuxième tortue est repérée. Comme les 2 tiers de ses congénères, celle-ci vient des eaux du parc naturel de la mer de Corail. La plupart des tortues sont nées à Entrecasteaux, au nord de la Grande Terre. Et pourtant, on les retrouve ici, à l'îlot Huot, dans le Grand Sud. Il y a quand même 1000 km entre les 2 zones. On va dire pour préserver les tortues, on ne peut pas préserver qu'une petite zone. On ne peut pas préserver juste l'îlot Huot pour protéger les tortues de l'îlot Huot. Cette tortue du lagon est donc née à plus de 40 heures de navigation sur les atolls d'Entrecasteaux. Ces récifs appartiennent donc au parc naturel de la mer de Corail. Ce parc, créé en 2014, couvre l'intégralité de la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire toutes les eaux à l'extérieur des lagons. La zone est immense, 2 fois la taille de l'Hexagone. Elle englobe notamment les atolls d'Entrecasteaux, les récifs de l'Astrolabe et Pétri, le plateau des Chesterfield, les îles Hautes, une fosse de subduction et de nombreux monts sous-marins. C'est le plus grand parc naturel de France et même d'Europe. Dans les eaux du parc se côtoient 25 espèces de mammifères marins, comme les baleines ou les dauphins, et une 50aine d'espèces de requins. C'est un véritable paradis pour ces animaux et les chercheurs qui les étudient. Direction justement les eaux du parc naturel de la mer de Corail. À 450 km de Nouméa, nous rejoignons les récifs de l'Astrolabe. Vas-y, tu peux y aller. À bord du navire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Amborella, 5 scientifiques venus de Nouvelle-Calédonie, de Montpellier, mais aussi d'Hawaï. Ils sont ici pour explorer ces sites quasi vierges, nommés Pristine en anglais. Pristine, c'est également le nom qu'ils ont donné à ce programme dirigé par Laurent Vigliola de l'IRD. Il s'apprête à effectuer un comptage de poissons. Il est accompagné de Laurent Ventier, maître de conférence à l'Université de Nouvelle-Calédonie, et Stéphanie D'Agata, sa doctorante. C'est la toute première fois qu'elle s'apprête à plonger dans un de ces récifs encore sauvages. Cet instant, elle a imaginé des centaines de fois. Quand on est plongeur, c'est clair que d'arriver dans des endroits comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir ce qu'il y a sous l'eau, quoi. On a envie de voir voilà, si c'est vrai ou pas, quoi. Si le mythe est vrai ou pas, quoi. C'est parti pour un voyage à travers un territoire intact de toute présence humaine. Un décor originel à près de 20 heures de navigation de Nouméa. C'est impressionnant, ça grouille de vie, et il y a tout, quoi. Il y a vraiment tout. Il y a du requin, Puis les poissons sont pas du tout peureux, en fait. Ils viennent nous voir, les requins venaient assez près, les carangues venaient assez près. C'est vrai que c'est une autre approche par rapport à une plongée traditionnelle dans un milieu qui est un peu plus influencé par l'homme. Ça n'a rien à voir, quoi. On se sent vraiment un intrus, en fait, sous l'eau, quoi. Si les récifs du parc naturel de la mer de Corail sont si exceptionnels, c'est en partie grâce aux requins. Ces squales agissent comme des protecteurs du récif. Si on enlève les grands prédateurs comme les requins d'un récif corallien, il va y avoir une surabondance de prédateurs de taille moyenne, les mésoprédateurs, qui vont manger trop sur les herbivores. Et donc les algues ne seront plus régulées, c'est ce qu'on appelle un effet cascade. Les algues vont gagner la compétition face au corail. À terme, les récifs se transformeront en champs d'algues. En plongée, les scientifiques ont observé un grand nombre de requins, mais ils veulent les comptabiliser. Pour cela, ils vont placer des caméras avec des appâts dans l'eau.
vu comment il est à côté du petit requin? Et Le petit requin, on l'a évalué à 1 mètre à peu près. Ouais. Après analyse, on compte 90% de requins de plus dans ces zones éloignées que dans le lagon de Nouméa. Partout ailleurs dans le Pacifique et dans le monde, il faut bien comprendre que quand vous plongez dans l'eau, vous voyez quasiment pas de requins de récif. Dans ces endroits-là, à chaque fois que vous plongez, il y a des requins. Il y a aussi toutes les autres espèces de poissons qui assurent toutes les autres fonctions. Chaque année, au moins 100 millions de requins sont tués. À 450 km de là, retour dans le lagon sud de la Nouvelle-Calédonie, à Lilouan. Nous retrouvons Tiffaine, la spécialiste des tortues. Elle est venue en compagnie de Christophe Chevillon et Aline Chaffard du programme Héritage des océans de Puyou-Hébertarelli, qui œuvre autour du monde pour la création de réserves marines géantes. Ce jour-là, ils sont venus en parler aux enfants. Là, les tortues qu'on voit, qui se nourrissent tout le temps là devant chez vous, vous savez où est-ce qu'elles sont nées? Oui, sur le récif, sur les plages, sur les plages. Les scientifiques expliquent aux enfants le cycle de vie des tortues dans le parc naturel de la mer de Corail. Elles se reproduisent ici, mais si on protège que cette partie-là, eh ben, pendant le trajet ici et là, elles ne sont pas protégées, d'accord? Et on a protégé les zones de ponte ou les zones de nourrissage, mais on n'a pas protégé leurs zones de déplacement. Les enfants sont passionnés. Des tortues, ils en croisent tous les jours. Et ils ne savaient pas qu'elles venaient d'aussi loin. Déjà, il y a des animaux marins, c'est en voie de disparition. Et puis, faut qu'on les protège parce qu'après, pour les autres, après, par exemple, pour les petits frères et les petites sœurs, ils ne pourront pas voir ce que nous, on a vu. C'est important. Par exemple, quand on a plus les bananes, tout ça, on descend, on tape les poulpes, les sèches, tout ça. Donc c'est important qu'il y ait toujours des poissons et des poulpes dans la mer. Oui. Si on n'a plus, comment vous allez faire? Quand il n'y a plus, on est obligé d'aller acheter des cochonneries. Sur l'île, Théophile Capeta s'apprête à aller pêcher pour son repas du soir. Ce coutumier constate au quotidien la baisse du nombre de poulpes sur le platier. Il n'y a plus comme à une certaine époque. Là, ça a diminué énormément. Quand on allait sur le platier, là devant, à une certaine époque, il y a 10, 15, des fois une vingtaine. Maintenant, là, il n'y a plus. Ah, ils sont là. Non, parce qu'on ne respecte plus, quoi. Hein? On détruit. On détruit ce que la nature nous donne. On fait des surpêches. Depuis longtemps, dans la tradition kanak, il existe des zones interdites à la pêche, des sortes de réserves coutumières. Théophile n'a pas oublié ces valeurs transmises par les anciens. Mais voilà, il y a une dizaine. Il ne faut pas pêcher des choses qu'on ne mange pas. Il faut respecter. Il faut respecter la mer. Il faut respecter ce qu'elle nous donne, quoi. Parce qu'elle nous donne tout, ce dont on a besoin. Malheureusement, à l'échelle mondiale, l'homme n'est pas si raisonnable. Les ressources marines s'amenuisent sur notre planète. Mais en Nouvelle-Calédonie, les pêcheurs et les autorités travaillent ensemble pour limiter les efforts de pêche. Les pêcheurs professionnels pensent à fructifier notre travail, mais nous pensons aussi à l'avenir, à nos enfants, à nos petits-enfants plus tard. Et on veut que le métier, justement avec les projets de la Confédération des pêcheurs, c'est de faire évoluer la filière, mais c'est aussi de préserver pour que la génération à venir puisse bénéficier de ces ressources. D'où l'importance que nous portons à ce parc marin et à ces réserves-là. Des réserves justement défendues par le programme Héritage des océans de Puyou-Hébertarelli. Ils agissent auprès du grand public pour la préservation de cette biodiversité si précieuse. Depuis 2018, ils organisent en Nouvelle-Calédonie la Journée mondiale des océans. À l'île aux Canards, la première édition a rassemblé 1000 visiteurs et une vingtaine d'acteurs œuvrant pour la préservation de la mer et de son écosystème. L'occasion également de présenter des projets locaux innovants
sur cette thématique. Le programme Héritage des océans de Piu et Bertarelli agit également auprès du gouvernement. Aline Chaffard et Christophe Chevillon viennent présenter leur projet. Conformément aux préconisations de la communauté internationale, 30% du parc devrait être placé en réserve. On a les limites du parc ici, les eaux provinciales. Et en rouge, vous avez tout ce qui est site d'intérêt en termes de conservation. En 2018, les récifs isolés et éloignés du parc, en rouge sur la carte, ont été protégés. Mais d'autres sites nécessitent également une protection, tels que la zone des monts sous-marins ou encore la fosse de subduction des Nouvelles Hébrides, tout en maintenant la principale zone de pêche en gris sur la carte. Si on veut que ce parc serve à quelque chose et qu'il remplisse sa fonction première, une aire marine protégée doit protéger la mer. Donc pour qu'il remplisse sa fonction première, il faut qu'au sein de ce parc, il y ait une zone suffisamment grande qui soit hautement protégée. La question des niveaux de protection à appliquer à l'intérieur du parc est cruciale et délicate. Un comité de gestion a été mis en place. Il regroupe les autorités, mais aussi des coutumiers, des pêcheurs, des membres de la société civile qui doivent s'accorder sur la façon de protéger et de gérer cette zone. Pour les autorités, il faut protéger sans freiner le développement. Sachant qu'une grande inconnue subsiste, la zone pourrait bien receler des trésors miniers, comme du gaz ou peut-être même du pétrole. On a déjà une forte exploitation minière terrestre, avec les difficultés liées à la conjoncture internationale, mais également les difficultés environnementales ou d'acceptation des populations. Donc, on n'a pas forcément besoin, et aujourd'hui et dans l'urgence, d'aller également faire de l'exploitation sous-marine. Il n'a pas encore été démontré que nous aurions des ressources en gaz ou en pétrole qui seraient économiquement viables. Donc, autoriser les prospections, pourquoi pas, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'intégrité des fonds sous-marins. Le taux de dépendance à l'énergie fossile est aujourd'hui de 97%. La découverte d'hydrocarbures dans les fonds marins présenterait un enjeu stratégique pour le territoire. Quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui à l'échelle du monde, donc on a tout intérêt de les préserver. Et si demain ils ont un projet de lancer ces projets sur le pétrole et sur le gaz, je pense que classer intégralement ces réserves et les protéger pour qu'elles ne soient pas utilisées dans ce sens-là, ça serait la meilleure solution pour tous les Calédoniens. Au sein du comité de gestion, les décisions sont prises collégialement. En cas de désaccord, le président du gouvernement et le haut-commissaire peuvent trancher. Les scientifiques, eux, continuent de travailler pour mieux connaître la biodiversité des fonds marins. Les données qu'ils collectent sont essentielles pour appréhender les enjeux au sein du parc et mettre en place des mesures de gestion adaptées. À 650 km de Nouméa, direction les atolls d'Entrecasteaux. Nous retrouvons Laurent Vegliola avec une autre équipe de scientifiques. Il débute une nouvelle mission. Nom de code, Apex. Le chercheur étudie toujours les requins du parc. Mais cette fois-ci, pas question de les observer de loin. Les scientifiques capturent des squales pour les équiper d'émetteurs et suivre leur déplacement. Pour identifier ce premier requin, l'équipe fixe une bague numérotée sur son aileron. Puis, prélève des échantillons de peau, de chair et de sang. C'est le moment d'inciser l'abdomen du requin pour y loger l'émetteur acoustique. Tag 57 778. Il servira à repérer ses déplacements. Pendant chacune de ces étapes, le bateau continue d'avancer pour assurer l'oxygénation du requin. L'opération n'a duré que quelques minutes. Sous l'eau, des hydrophones sont installés. Ils vont détecter chaque passage de requin grâce aux émetteurs.
Chaque requin a en fait une identification qui est en fait vraiment comme un code barre, comme au supermarché, avec une série de petits bruits acoustiques qui vont faire que chaque requin a une identité. Et on pourra dire que le requin est passé autour de l'hydrophone à telle heure. Cette mission a débuté en 2015. En tout, 188 requins ont été équipés d'émetteurs et 73 hydrophones ont été installés, notamment à Entrecasteaux, au Chesterfield, dans le Grand Lagon Nord, à Nouméa et le long de la côte ouest, pour former un véritable réseau de surveillance acoustique. De retour à bord de l'Amborella, l'équipe consulte les résultats des balises posées en tout début de mission. Je te mets la communication Bluetooth. Oh là là, 39 000 détection. Combien 39 000. 40 000 présences de requins et 600 000 séries de sonores donc, qui va sur l'appareil. C'est énorme. Cette zone, aujourd'hui protégée, constitue un véritable sanctuaire pour les requins. On ne protège pas de la même manière un poisson clown qui fait quelques centimètres et qui est associé à son anémone de mer, et puis un requin ou un grand poisson de manière générale, une loche, un mérou ou une carangue. Ces animaux ont besoin d'espace. Et si on veut protéger ces animaux, il faut que l'aire marine protégée, la réserve, soit au moins de la taille de l'espace de vie de cet animal. Direction les eaux du parc naturel de la mer de Corail, sur le plateau des Chesterfield. Les requins ne sont pas les seuls animaux qui seraient mieux protégés par de grandes réserves. Les oiseaux marins sont eux aussi capables de parcourir des distances impressionnantes et ont donc besoin que leur habitat soit protégé à chaque étape de leur cycle de vie. Aux îles Chesterfield, justement, 13 espèces d'oiseaux marins nicheurs ont trouvé un lieu privilégié pour leur reproduction. Ils s'y retrouvent à chaque retour de printemps. Une équipe du CNRS et de l'IRD est ici pour étudier leurs mouvements. En bas, une femelle ensuite au premier plan, et à gauche et à droite de la femelle, au milieu, il y a 2 mâles avec chacun un poussin. Donc je vais y aller là. Henri Weimerskirch est écologue. Il sait que ces oiseaux marins parcourent de longues distances pour se nourrir. Mais il manque de données précises sur leur parcours dans les eaux du parc. Le but de sa mission, attraper des oiseaux de différentes espèces pour les équiper de balises. Il commence par les frégates qui comptent parmi les oiseaux les plus mobiles de la planète, capables de parcourir des dizaines de milliers de kilomètres. Ça, c'est la femelle qui cherche à revenir au nid, donc on va vite, après avoir mis un peu de colle, on sèche et on la relâche tout de suite, comme ça. Et voilà. OK. Chesterfield est un terrain d'étude privilégié. Les oiseaux sont partout. Après avoir équipé une frégate, il va maintenant tenter d'attraper un fou. Ils sont reconnaissables à leur bec et leur gorge, colorés de rose et de bleu. On va essayer de capturer. C'est une femelle, une bonne grosse femelle, avec une voix rauque, alors que l'autre, il avait une voix très... Les fous à pieds rouges, eux aussi, partent souvent pendant plusieurs jours en mer. Leur population est répartie sur des milliers de petites îles des mers tropicales. Très grégaires, ils forment d'immenses colonies, peu protégées. Les fous et les frégates se nourrissent notamment des poissons volants du parc de la mer de Corail. L'objectif de la mission est d'identifier leur zone de pêche. Dans la mesure où on connaît, grâce à ces oiseaux équipés, des zones de concentration, donc pas seulement des oiseaux, mais également des prédateurs comme les thons ou les mammifères marins, on va connaître des zones d'importance dans le secteur de Chesterfield pour la biodiversité. Et ça va nous permettre en fait de mettre en place des zones de conservation dans le secteur de la mer de Corail. À bord de la Lys, le navire océanographique de l'IRD, les scientifiques analysent les résultats livrés par les balises. Aïe, 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 aïe. Waouh! 2 trajets longs. Alors là, il fait au moins 250 km. Lui, pour le coup, il doit aller sur l'autre. Et on monte, et là... On sait qu'un certain nombre d'espèces d'oiseaux marins, notamment celles qu'on trouve au niveau du parc marin de la mer de Corail, ont besoin de très grands espaces protégés ou gérés, en tout cas de très grands espaces sur lesquels l'action humaine est modérée, voire très faible.
Avec plus de 200 000 couples d'oiseaux marins qui s'y reproduisent et y nichent, les îles éloignées comme d'Entrecasteaux constituent des zones d'importance internationale pour la conservation des oiseaux marins. Comme chaque année pendant l'hiver austral, les baleines à bosse viennent se reproduire dans les eaux chaudes du lagon calédonien. Comme les tortues, les requins ou les oiseaux, les cétacés traversent aussi les eaux du parc de la mer de Corail. La plupart arrivent par le sud en provenance de l'Antarctique. Elles passent par la zone des monts sous-marins, puis mettent bas dans le lagon vers Prony. Elles repartent ensuite vers les eaux froides, soit directement par le sud, soit par l'ouest, en traversant le parc vers l'Australie. Les baleines de Nouvelle-Calédonie, ces scientifiques les étudient depuis 20 ans. C'est beau. Vraiment une belle observation. À bord du semi-rigide, il y a donc Claire Garrigue, l'océanographe, Véronique, la capitaine du bateau, et Morgane, l'écologue marin. Pour elle, c'est l'heure des retrouvailles. La première année qu'on l'a vu, je crois que c'est en 93. Et après, on l'a pas vu pendant longtemps, on l'a revu l'an dernier, on l'a revu quelques fois ensuite, et des fois avec un petit. 600 baleines à bosse sont fidèles à la baie de Prony. Les scientifiques identifient ces cétacés grâce à leur nageoire caudale. On a plus d'un quart des baleines qu'on connaît et qu'on revoit régulièrement. Donc c'est vrai que chaque année, tu rajoutes une histoire à cet animal. Ah tiens, c'est Fourchette, on le revient. Ah tiens, c'est Magali, est-ce qu'elle a un nouveau petit ? Magali et son petit resteront 3 mois dans les eaux du lagon, avant de traverser à nouveau le parc de la mer de Corail. Pour mieux les protéger, les scientifiques d'Opération Cétacés surveillent les trajectoires qu'elles empruntent lors des grandes migrations. Ces géantes utilisent les eaux du parc comme zone de transit. Il y a 2 endroits dans le parc naturel de la mer de Corail où on sait que les baleines s'arrêtent actuellement. Il s'agit du récif du Rang, qui est situé au sud de l'île de Marais, donc sur la ride des Loyautés, et également du mont sous-marin de Capelle, qui est situé au sud de Chesterfield. Les baleines à bosse sont protégées depuis 50 ans. Longtemps pourchassées par les pêcheries industrielles, ces cétacés étaient en grand danger d'extinction. Les populations de baleines doivent se reconstituer, car les 2/3 ont depuis disparu. Poursuivre les efforts de protection autour de ces majestueuses géantes et de leur habitat est donc primordial. En créant le parc naturel de la mer de Corail, l'un des plus grands au monde, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait un pas décisif pour la préservation de l'une des zones les plus riches de la biodiversité mondiale. Le parc naturel mer de Corail possède 1/3 de ces derniers récifs, et il en reste très peu, 1,5% sur la planète, qui sont très loin de l'homme. Ils sont extraordinaires, il faut absolument les protéger. C'est un patrimoine mondial. En 2018, tous les récifs isolés et éloignés du parc ont été dotés des plus hauts niveaux de protection. 7000 km² de réserves intégrales où il est strictement illégal de pénétrer et 21 000 km² de réserves naturelles où toute activité extractive est interdite. En créant d'autres zones de réserve au sein du parc, la Nouvelle-Calédonie se positionnerait comme l'un des leaders mondiaux de la protection des océans. En collaboration avec les scientifiques, l'ONG Pew Charitable Trust et la Fondation Bertarelli soutiennent et accompagnent cette démarche. L'objectif, placer 30% de notre espace maritime sous haute protection. On arrive à 28 000 km² hautement protégés dans le parc, mais ça ne représente que 2,15% du parc, quand les recommandations de la science internationale et de l'Union internationale pour la conservation de la nature sont de 30%. Si cette préconisation était respectée, les Calédoniens conforteraient ainsi leur place d'Atroquadjo, les gardiens de la mer.